il faut tout un village pour éduquer un enfant. Tout le monde connaît le terme tati, tout le monde appelle, que ce soit les tantes, les gardes d'enfants, parce que quand j'étais à l'école aussi, on appelait les personnes qui nous gardaient entre midi et deux, tati. Par exemple, des parents, ils vont te dire, ils ne veulent pas du tout une tati en dessous de 30 ans. Pour eux, une personne qui a moins de 30 ans a plus de chances de ne pas être sérieuse. Vous n'êtes pas seul. C'est la chose qui vient souvent quand les gens sont parents, c'est qu'ils se retrouvent un peu submergés, ils pensent qu'ils sont seuls, mais on vit dans un pays où on n'est pas seul. On vit dans un pays qui a une histoire tournée autour de l'enfance. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Dom Talk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Ardenois, un entrepreneur inspirant de 37 ans et le créateur de l'application Matati. Alors Matati, c'est quoi ? C'est une application qui met en relation des babysitters avec des parents qui cherchent à faire garder leurs enfants. Comment vas-tu, Jean-Philippe ? Eh bien, je vais très bien. Et toi-même, Nicolas ? Bah écoute, ça va tranquillement. Là, on est à distance, comme vous le voyez. Moi, je suis à Paris et Jean-Philippe est en Guadeloupe. On a eu quelques petits désagréments techniques, mais on s'en sort. On a trouvé des solutions. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai 3 petites questions un peu décalées pour toi, pour apprendre un peu à te connaître et voilà, commencer l'interview tranquillement. Si tu devais garder une seule application sur ton téléphone, en dehors de Matati App, ça serait laquelle ? C'est une bonne question. Laquelle je garderai ? Waze, je dirais. Comment ? Pardon ? Waze. Oui, Waze, ok. ouais, voilà, l'application ouais, de localisation. Comme ça, je sais, je peux aller n'importe où, je peux toujours me retrouver, j'aurai aucun souci. Et j'imagine que s'il ne reste qu'une application, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr. Non, là, oui, c'est un cas extrême, mais effectivement, oui, ok, Waze, pour savoir, tu vois, j'avoue, c'est très pratique. Ouais. Deuxième petite question. Demain, si tu dois emmener tes enfants pour un week-end évasion, tu les emmènes au zoo de Guadeloupe ou au jardin botanique de Déhay ? Forcément au zoo. Au zoo, Ok. si tu emmènes un enfant où il y a des plantes, ok, il va s'amuser pendant un petit moment, mais il est très vite ennuyé. Alors que au zoo, là, pour y être déjà allé, il y a de tout. Tu as des animaux qui justement où tu es très proche d'eux en fait. Donc il y a des animaux qu'on voit nulle part ailleurs. Les animaux par exemple d'Amazonie, je me souviens de la panthère noire qu'ils ont là-bas. Clairement, quand la bête te regarde dans les yeux, là tu sens quelque chose. Non, mais oui, c'est vrai que je pense que ça peut être une belle sortie pour les enfants, puis comme ça ils découvrent un peu la faune et la flore et de façon ludique. Donc c'est une super sortie. Et pour finir, t'es plutôt Bokit ou Agoulou ? Mon cœur balance. Je dirais plutôt Agoulou, parce que l'Agoulou, comme je suis sportif, c'est plus chargé. On peut y mettre un peu plus de choses, mais pour le côté culturel, tu vois, le Bokit, je préfère. Parce que l'Agoulou, quand t'as mangé ça, après tu dors. Hein. En vrai, Ouais. Là, son nom, là, Agoulou, je sais pas si tu connais son origine, ça vient de l'expression Agoulou Grandfal. Et Grandfal, c'est Agoulou, c'est posé qu'une personne est vorace, en fait. Et ce type de pain-là, on le faisait à l'époque pour les personnes qui étaient considérées comme étant voraces, qui mangeaient beaucoup. Donc, avec ça, tu peux être sûr d'être calé. Tu savais que, comme tu dis, hein, tu dors après ça. Tu fais pas autre chose. Alors que le Bokit, tu savores ça, tu vois le croquant, tu as comment dire, le goût qu'il y a dedans, ce que tu y mets. Voilà, c'est plus le côté culturel où tu vas savourer quelque chose. Donc, mon cœur balance entre les deux. Ton cœur balance. Bon, tu peux prendre les deux. Hein. En vrai, les deux sont excellents et j'avoue que c'est difficile de faire un choix. Quand je te dis Guadeloupe, c'est quoi les premiers mots qui te viennent à l'esprit ? Terre de champion, ça c'est sûr. En rapport avec les JO, ça ? Même pas. C'était déjà le cas avant. Je te dis, c'est en Guadeloupe, le sport, c'est vraiment une histoire. Moi-même, je suis sportif, j'ai pratiqué beaucoup de sport. Et quand je regarde un peu ce que une petite île produit au niveau mondial, je me dis, ben oui, on mérite la petite accroche là, terre de champion qu'on nous met. Bien sûr avec les JO, bon, Teddy Riner qu'on connaît, qui a bien brillé pendant les JO. Tous nos autres sportifs, oui, ça, ouais, c'est la première chose qui me vient. Après terre de champion, une chose qui me vient aussi, c'est plutôt le côté historique. C'est-à-dire, bon, petite fierté guadeloupéenne, on va dire, au moment de la libération après l'esclavage, bon ben, on a chassé tout ce qui était oppresseur, et tout le monde a fui un peu partout. Et on a été avec Haïti les seuls à avoir réussi à faire ça. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais on a pu le faire. Ça, c'est une petite fierté. Et bon, bien entendu, troisième chose que je verrai, c'est ce qu'on a aujourd'hui, notre nature, la Guadeloupe, l'île aux belles eaux, où on a de belles plages, de belles rivières, de belles femmes, et où voilà, on a tout pour faire envie aux autres. Ah, c'est vrai que oui, la Guadeloupe. Alors, j'y suis allé, mais j'étais petit, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je sais que voilà, vous avez de magnifiques paysages, que ce soit la rivière, la plage, les randonnées.
Voilà, il y a parce que c'est un archipel, hein, vous avez les Saintes, Marie-Galante, Grande-Terre, Basse-Terre, et franchement, je pense que chaque territoire a ses avantages, et c'est vrai que c'est un magnifique papillon. Ok, trop bien. Quel premier lieu ou activité tu ferais découvrir à quelqu'un qui n'est jamais venu en Guadeloupe? Comme premier lieu, bon, on pense tout de suite aux plages, mais les plages, c'est ce que tout le monde va voir. Je dirais un lieu, ça aurait été le Memorial Act. Le Memorial Act à Pointe-à-Pitre, que quand même, il y a beaucoup d'éléments d'histoire dans ça, et il y a quelques éléments, on va dire, de polémique qui y sont, mais qui font aussi partie de l'histoire de la Guadeloupe. Et ça aurait été intéressant que, voilà, si quelqu'un vient en Guadeloupe, la première chose que je lui dis, d'aller au Memorial Act, mais pas seul, hein, avec un Guadeloupéen, pour qu'on puisse voir toute la profondeur en fait de l'histoire qu'il y a derrière, puisque au Memorial Act, il y a des éléments symboliques, on va dire, mais derrière ces éléments symboliques-là, où il a fallu faire des choix, hein, certains ont fait des choix artistiques, politiques, historiques, etc. Il y a l'histoire dont on ne parle pas, ou qui est parlée uniquement sur les réseaux sociaux ou de façon orale en fait, et qui vaut son pesant d'or, qu'il faut savoir les petits détails, les petites choses. Par exemple, je me souviens d'un élément que j'ai vu exposé au Memorial Act où on avait un personnage qui était mis en avant et où ce personnage-là, on ne mettait qu'une partie de son histoire, comme étant celui qui a participé à une action pour libérer le peuple, etc. Mais il y a une partie de son histoire qui n'est pas trop dite, où il a participé pendant très longtemps à des injustices, à une exploitation, il a trahi telle ou telle personne, et ça met de la profondeur. Donc ça, si une personne doit venir en Guadeloupe et que je dois lui présenter quelque chose, je lui dirais, viens au Memorial. Ils ont fait un très bon travail à ce niveau-là pour mettre en lumière certains éléments clés, mais je voudrais quand même, voilà, pouvoir parler de ça, dire ça. Et pour ça, je trouve que c'est intéressant. Donc tu m'as dit un lieu et une activité. Une activité que j'emmènerais quelqu'un faire. J'hésite entre deux activités. Il y a la promenade en charrette à bœuf que je trouve qui est très intéressante. Mais après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment pas. Et il y a les activités nautiques. Je me dis bon, soit pour ceux qui ont le physique du ski nautique, découvrir les paysages du point de vue de la mer, c'est quelque chose, tout en s'amusant. Ou une sortie en bateau sur un voilier ou sur un catamaran. Là, très souvent, en sortie bateau, on passe d'île en île parmi les îles de l'archipel et on peut voir non seulement le paysage avec les différents types de paysages qu'on a, mais aussi découvrir l'histoire, parce qu'il y a toute une histoire géologique autour des îles de Guadeloupe. Donc là, tout un programme. Hein, Ok. j'emmènerai pas les gens forcément au carnaval. Le carnaval, tout le monde y a accès. Je les emmènerai pas sur les plages touristiques. Tout le monde peut faire ça facilement. On voit ça sur les cartes postales, mais on voit très peu de choses au niveau de l'histoire en détail. Parce que il y a beaucoup de choses à dire, donc chacun prend toujours un morceau, ou comment dire, de la beauté du paysage. Et ça, à ce niveau-là, je me rappelle une fois où j'ai ramené une personne que je connaissais en sortie catamaran, et où la personne a vu en fait qu'on peut voir depuis la Guadeloupe, l'île de Marie-Galante, la Dominique, on peut voir au nord, on peut voir l'île de Montserrat, et où elle se disait bon, en fait c'est censé être collé sur une carte, on voit que c'est des petites îles collées, mais en fait non, il y a une vraie distance. Oui, Voilà, on peut pas faire ça à la nage. tous ceux qui ont fait la traversée en bateau de Martinique en Guadeloupe, après ils veulent que prendre l'avion. Exactement. Ah oui, pour l'avoir fait, ah oui, on sent Oui. la différence, Ouais, non, mais c'est clair. Le confort est pas le même. Hein. c'est sûr. En fonction de la météo, tu peux regretter. Donc pour toi, oui, connaître le contexte historique, culturel de la Guadeloupe est très important, et sinon plus important de connaître, voilà, c'est juste ses plages et voilà, ce qu'on voit en surface, quoi, entre guillemets. Oui. Ouais, ok, très bien. Toi, qu'est-ce que t'aimes faire en Guadeloupe? Ah là, ça va être long, hein. J'aime Ça va faire être beaucoup long. de choses. Ah oui, Essaye j'aime de... faire beaucoup de choses. Alors, ton top 3 de sortie, voilà. Alors, mon top 3, je dirais, bon, le top 1, c'est les plages et rivières, ça c'est sûr. Ouais, bien sûr. Plages et rivières, et pas forcément les plages et les rivières les plus accessibles, puisque on a certaines criques en Guadeloupe concernant les plages qui sont pas forcément loin, hein, si des choses qui sont proches des villes, mais où l'accès en fait, comme il y a par exemple des petites forêts, des petits trucs comme ça où tu dois traverser, ou des pentes très 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 importantes où tu dois traverser, c'est pas tout le monde qui y va.
Donc du coup, ça fait que c'est toujours vide. Les rivières, pareil, il y a des rivières où il faut vraiment traverser la forêt, il faut faire de la randonnée carrément avant d'y arriver. Pour ceux qui connaissent, il y a la rivière Paradise à Capesterre-Belle-Eau, qui est une rivière qui est très prisée. On fait beaucoup de photos, mais en fait, c'est une rivière qui n'est pas facile d'accès. Il y a d'autres rivières plus loin que celle-là, et là, on part vraiment randonner pour 1 heure, 2 heures avant d'arriver à des chutes. Mais quand on a fait le trajet, ouais, c'est beau à voir, très très beau à voir, et on est fiers. Ok. Et c'est des randonnées, le chemin est un peu tracé ou faut connaître quand même? Ou La plupart du temps, le chemin est tracé. Enfin, tracé, c'est des gens qui sont passés avant, qui ont mis un marquage, parce qu'il y a des codes couleurs en fait quand on fait des randonnées, où on sait qu'il y a des passages, c'est dangereux, on met un petit coup de peinture rouge sur un arbre. D'autre côté où c'est praticable, il y a un petit coup de peinture jaune. Mais si on s'y connaît pas, on peut se perdre. Et il y en a Ouais, je vois. régulièrement qui se perdent. Ok, Mais d'accord. quand on s'y connaît un peu, c'est vraiment la forêt. C'est la forêt, c'est le domaine naturel où on croise peut-être quelques personnes de l'ONF qui se baladent quand même pour assurer la sécurité. Mais la plupart du temps, on est seul dans la forêt. Il faut savoir gérer son temps, gérer la météo. Il y a certaines règles à respecter quand même en randonnée. Et où sinon, on est seul, vraiment seul dans la forêt. On traverse, on va croiser 2, 3 personnes. De temps en temps, il y a des trekkers qui aiment courir vraiment dans la montagne. Eux, ils vont courir dans la montagne, ils vont courir dans la forêt, mais une fois qu'ils sont patients, on est seul, on est tranquille. Là, c'est quelque chose que je conseillerais à toute personne qui a un minimum de conditions physiques et qui veut se retrouver dans la nature avec un défi physique et découvrir des chutes, des cascades. On en a beaucoup, surtout sur la zone basse terre, qui valent le coup d'œil. Oui, ça, j'aurais mis ça en numéro 1. Les plages et les rivières, ça, bon, il n'y a pas de surprise, hein. C'est ce qu'on a de plus beau. Ensuite, ce que j'aurais mis, ce que j'aime beaucoup, bon, c'est le sport. Ça, j'en parle beaucoup, c'est le sport de façon générale, que ce soit sport de balle, sport de combat, j'ai pratiqué aussi des arts martiaux, donc bon, je connais. Tout ce qui est, comment dire, pas sport mécanique, mais les sports comme la voile par exemple, qui demandent une certaine maîtrise et qui, quand bon, ben, on maîtrise ce qu'on fait, on peut s'amuser vraiment, on s'amuse vraiment. Donc ça, c'est des sports que j'aime. Et en activité, on va dire moins dangereuse, hein, pour ceux qui font pas d'efforts physiques, qui sont pas trop dans le dépassement de soi, c'est tout ce qui est, alors je dirais tout ce qui est, j'hésite à dire culturel, mais en même temps c'est un peu partout. C'est tout ce qui est, par exemple, on parlait du jardin botanique tout à l'heure, tout ce qui est de découvrir la faune et la flore, tout ce qui est de pouvoir déguster de bons plats, parce que quand on découvre la flore, forcément on découvre tout ce qui est racines, tout ce qui est arbres tropicaux, toutes les choses qu'on peut manger et boire. Par exemple, il y a pas longtemps, on a un engouement qui est venu pour une fleur qui s'appelle la Pictoria. Ok. Elle a quoi de particulier? Voilà, c'est un bouton qui a une couleur violette, qui a certaines propriétés qui sont, alors comment on dit ça, vasodilatatrices, c'est-à-dire que ça relaxe. Et son nom étant Clitoria, qui n'est pas sans rappeler l'organe de la femme, bien c'est quelque chose qui est connu aussi pour favoriser la fertilité du côté des femmes. Donc, tu imagines bien que ça fait un peu le buzz depuis quelques temps. Mais c'est quelque chose qui est bon à Ok. connaître, de ce genre de choses-là où on peut découvrir des goûts, découvrir des saveurs, et étant en zone tropicale, on en a beaucoup. Bah, je vois vraiment ton amour pour ton île et bah, ton territoire et voilà tout ce que la Guadeloupe représente. Je pense que c'est pour ça aussi que tu as voulu lancer le projet dont on va parler pour aider du coup les familles guadeloupéennes, mais pas que. Voilà, toutes les familles en général. Du coup, tu as créé l'application Matati App. Pourquoi tu as voulu créer cette application et à quoi elle sert concrètement? Pour te dire ça, je vais te parler un peu de ce que je fais. Je suis développeur à la base, hein. Je suis développeur informatique, c'est-à-dire que je crée des applications, je crée des sites internet, des logiciels, et ça a été ma formation. Dès que j'ai eu peut-être 12 ans, ouais, 12 ans, c'est à 12 ans qu'on commence à demander qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Dès que j'avais 12 ans, j'hésitais entre devenir prof ou faire de l'informatique. Là, à l'époque, j'ai une grande sœur qui a eu son premier ordinateur, le premier ordinateur de la maison. Donc du coup, moi, j'étais comme un fou. Je me disais, oui, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer. Sauf que c'était un ordinateur où on pouvait pas installer des jeux. À l'époque où il y avait ça, c'était pas comme maintenant tous les ordinateurs on peut installer des jeux. C'était un vieux truc où il y avait une clé physique qu'il fallait mettre dans l'unité centrale, la tourner et mettre une disquette avec Ah un code oui, pour pouvoir le démarrer. d'accord. Et Ok. le truc était en noir et blanc. C'était vraiment un truc qu'on lui avait donné juste pour qu'elle apprenne à taper, puisque elle a fait des études d'administration. Donc, le premier truc qu'on apprend en administration, c'est taper, faire des prises de notes, ce genre de choses. Et elle avait ça pour faire son truc. Sauf que moi, je voulais jouer. Donc, j'ai commencé à écrire des histoires. J'ai commencé à chercher comment on pouvait faire des petits programmes, des trucs comme ça.
Et de fil en aiguille, en fait, je me suis créé un petit jeu de rôle où j'étais un personnage, bon, rien d'extraordinaire, hein. J'étais un petit garçon qui devait aller chercher des fruits chez sa grand-mère pour amener chez sa mère, qu'elle fasse la cuisine, il aille nourrir le chien, ma vie, quoi. Et donc, du coup, de fil en aiguille, je me suis dit tout naturellement, si j'aime faire ça, si c'est bien, si je peux faire des jeux avec ça, je veux devenir développeur, je veux devenir programmeur informatique. C'est ça, les programmeurs. Maintenant, c'est devenu une insulte de dire à quelqu'un qu'il est programmeur parce que le programmeur, en général, c'est celui qui va réparer l'imprimante Ah ou oui, voilà. d'accord, je vois. Donc, du coup, développeur, c'est un terme qui est devenu plus intéressant. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai eu l'occasion de faire des sites internet, des applications, et ainsi de suite. Et ça m'a emmené à créer ma société. Ma société de création de logiciels et de sites internet en général. Donc, pour arriver à Matati, là, je t'ai parlé de mon enfance, c'est parce que c'est très important. C'est parce que quand j'étais petit, j'ai grandi dans une famille où j'avais 15 oncles et tantes. Ok, Ma ah oui, grand-mère grande famille. était une des personnes de l'époque où on faisait beaucoup d'enfants et elle en a fait 16 qui étaient là quand j'ai grandi, c'était tous là. Et qui fait que quand j'étais petit, en fait, si ma mère devait aller quelque part, elle devait aller travailler ou elle était avec mon frère, mais j'ai un grand frère, une grande sœur, mon frère et ma sœur, ils devaient faire quelque chose. Bon ben, on me déposait chez un oncle ou une tante, je jouais avec mes cousins et cousines pendant 1, 2 heures et puis ma mère revenait, bon voilà, on passe un moment ensemble et on repart. Et elle avait toujours le choix, toujours quelqu'un qui pouvait être disponible et vice versa où elle pouvait garder aussi mes cousins et cousines. Donc bon, à ce niveau-là, on n'a jamais eu besoin de nourrices, de voisines ou voisins, bon, c'est souvent des voisines puisque c'est plus les femmes qui font ça culturellement. On n'a jamais eu besoin de personnes extérieures pour le faire. Et en grandissant, en fait, j'ai jamais eu ce manque-là. Mais en parlant avec des amis à moi qui maintenant ont des enfants et ont besoin de gens pour garder leurs enfants. Je suis tombé un peu de haut en découvrant que voilà, bon, il y avait tout un système où il fallait chercher des gardes d'enfants, faire des papiers pour pouvoir se faire rembourser, l'avance immédiate, le système avec la CAF et l'URSSAF de page emploi où il faut déclarer les heures faites, il faut pouvoir dire qu'on déduit une certaine partie, qu'on va être remboursé, tout un système compliqué en fait, où j'avais des amis, dont une amie à moi qui était maman solo, qui elle disait que bon voilà, même si elle a fait des études, même si elle s'y connaît un peu en lecture de documents, que c'était une prise de tête. Et elle se plaignait en fait de ça à ce moment-là, et je me disais tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que c'est compliqué de trouver des gens pour garder des enfants, pourquoi est-ce que je me posais des questions. Je suis comme ça, dès que je vois un problème, je me pose des questions, je me dis pourquoi. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai découvert tout un monde, le monde de la garde d'enfants, qui n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser au premier abord, et l'actualité de plus en plus nous le montre. Où voilà, garder un enfant, c'est pas juste arriver et se dire bon allez, je suis un adulte, je sais qu'un enfant doit manger, je sais qu'un enfant doit dormir, je sais qu'un enfant doit pas se blesser, je sais qu'il doit pas taper les autres et que ça suffit. Donc l'adulte aussi, il faut pouvoir se dire qu'en tant que parent, on dépose un enfant dont on a la charge auprès d'un autre adulte que quoi qu'on en dise, on connaît jamais totalement. Et ça, c'est quelque chose qui, au fil du temps, en fait, avec les actualités, on voit qu'il se durcit. On veut savoir qui va garder les enfants, et même en sachant, la dernière actualité qu'il y a eu là à la rentrée, qui m'a fait presque m'arracher les cheveux, même si j'en ai pas beaucoup, où on a une personne dans un organisme bien carré, bien organisé, qui se permet devant caméra en plus de brutaliser un enfant. Et ça, je me dis, mais quand même, on vit dans un monde où quand même les enfants, c'est encore sacré, c'est encore quelque chose qu'on respecte. Ils sont des Et êtres vulnérables aussi, ils peuvent pas se défendre. voilà, c'est ça. Un adulte, tu vas le frapper, il va se défendre, il va porter plainte. Un enfant, tu vas le frapper, tu le traumatises. Ouais, c'est clair. C'est pas pareil. Et en fait, en voyant un peu tout ça, bon, j'ai constaté une première chose, c'est que quelque chose qui était naturel pour moi, que je considérais comme étant culturel, c'est-à-dire garder les enfants entre adultes, pouvoir se dire bon voilà, je vais faire quelque chose, je dépose mon enfant près de la voisine parce que la voisine je lui parle bien, et qu'on découvre peut-être 10 ans après que bon ben la voisine, elle lui faisait des méchancetés et puis que l'enfant est traumatisé pour ça. Ça crée une distance en fait. Et tu vois tout à l'heure on parlait du fait que je sois fier d'être guadeloupéen, ça fait aussi partie de notre culture et
c'est une des choses, on va dire, qui fait encore partie de notre culture sur nos petites îles, mais qu'on ne retrouve pas depuis très longtemps dans les grandes métropoles, par exemple. Pour faire la comparaison, c'est une chose dont je me souviens souvent chaque fois que je voyageais et que j'allais en vacances dans un pays ou dans un autre, mais c'était plus souvent dans l'Hexagone. Il y avait toujours cette différence-là. On se disait que bon, les hexagonaux, ils étaient trop, comment dire, ils n'avaient pas cet esprit de famille, d'entraide pour éduquer les enfants. Toi, le truc qu'on dit en Afrique, on dit il faut tout un village pour éduquer un enfant et qu'on répète un peu partout. Ben, ça, on le retrouve pas depuis très longtemps dans les grandes villes. Et ça m'a fait un choc de me rendre compte que ça arrivait petit à petit dans nos îles. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé en me disant bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Le premier truc que j'ai vu, je me suis dit je pourrais faciliter peut-être la vulgarisation de certaines démarches administratives en créant un petit site qui permettrait de poser des questions et que ça réponde automatiquement, qu'une personne fasse une sorte de simulateur, etc. Sauf qu'en fouillant un peu, j'ai vu qu'il y avait déjà pléthore d'associations qui font ça. Des associations qui vont envers les parents, qui disent aux parents bon voilà, vous avez tel souci, vous avez tel besoin, on va vous aider. Ensuite, j'ai pensé au côté formation, où je me dis il y a des gens, ils gardent des enfants, et puis quand je discute avec elles, c'est souvent des femmes, je discute avec elles me disent ah bon, il faut telle formation pour garder tel enfant, mais moi j'ai toujours fait ça. Ah bon, si un truc arrive, si je dois pas garder un enfant chez moi, parce qu'il y a des lois quand même pour ça, et où certaines ne savaient pas et ne savent toujours pas en fait que par exemple on ne peut pas garder plus de 4 enfants à la fois si on n'est pas assistante maternelle agréée, ce qui est un terme bien précis, un statut bien précis. Que quand on n'est pas assistante maternelle, on ne peut pas garder d'enfants chez soi. C'est-à-dire que le principe de dire que je vais travailler, j'ai besoin de quelqu'un pour garder mes enfants, la demi-journée où on m'a appelé pour faire un travail, que je dépose mon enfant auprès d'une connaissance, si quelque chose arrive, à ce moment-là, tout le monde a des problèmes. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ensuite, ne serait-ce que, comme je te disais tout à l'heure, cette histoire d'aide, crédit d'impôt, remboursement de la CAF, etc. Il y a plein de gens, ils s'y connaissent rien, ils vont sur les réseaux sociaux, le plus souvent Facebook, ils tapent je cherche quelqu'un pour garder mon enfant telle date, avec qui tu as déjà gardé des enfants, donne-moi le numéro de quelqu'un, je l'appelle pour savoir si ça s'est bien passé. Ça se fait du bouche à oreille, et où les gens, en fait, une fois que la garde est faite, on peut imaginer que ça se passe bien, la plupart du temps ça se passe bien, mais une fois que la personne, elle a fait garder son enfant, elle paye, et puis c'est tout. Alors que il existe énormément d'aides pour les parents pour ne pas griver leur budget, puisque on vit à une époque où on a de moins en moins d'argent, hein. Il y a quoi comme aide du coup? Alors, il y a l'aide qui est la plus utilisée, c'est le crédit d'impôt immédiat. C'est-à-dire que c'est une aide, une fois que le parent s'inscrit, qu'il a mis les infos de son enfant, il a déclaré la personne qui travaille pour garder son enfant, le lieu, etc. On lui pose un certain nombre de questions, il y a un formulaire à remplir. Cette personne-là, elle va dire, ce mois-ci, j'ai fait tel jour, tant d'heures, j'ai payé tant. Et à ce moment-là, en fait, il y a un virement quasi instantané en fait qui est fait vers son compte pour le rembourser. Je crois que c'est jusqu'à 60% selon certaines conditions, c'est selon la situation de la famille, le plus souvent. Il y a au moins 50% en tout cas qui sont reversés, et 50% sur une garde d'enfants, c'est pas rien pour les parents. Et ça, beaucoup de parents ne le savent pas. Il y a une autre aide, donc je crois que c'est le choix, il y a un truc de choix de garde, ça s'appelle choix de garde, dans laquelle en fait on a aussi des réductions qui sont faites sur les prix, qui font que par exemple un parent, au lieu d'avancer l'argent à la garde d'enfants et ensuite de recevoir de l'argent, bien en fait c'est l'URSSAF qui va payer la personne directement. Donc l'aide est déduite tout de suite, et la personne qui doit embaucher une garde d'enfants, elle ne paye que ce qu'on appelle le reste à charge. Donc ce qui reste après qu'on ait calculé quelles sont toutes les aides. Et ça peut aller jusqu'à 75% selon la situation de la famille et l'âge de l'enfant. Et ça, c'est 75% sur, imaginons, 300 euros de garde, quand même, c'est pas rien. Voilà. Et ça, à ce niveau-là, c'est quelque chose que beaucoup de parents ne savent pas. Parce qu'ils sont encore dans le système de, je demande à ma cousine, je demande à la voisine, allez, je vais lui donner un peu d'argent quand même pour son temps, et c'est de l'argent que j'ai perdu. J'ai juste donné l'argent pour garder mon enfant et je récupère rien. Donc ça, c'est autant de choses, parce que l'aspect financier, c'est un élément, l'aspect formation, on va dire, c'est un élément. Il y a aussi l'aspect déclaratif où on a de ce point de vue-là, du côté des gardes d'enfants, donc du côté des tatis, des situations où des personnes peuvent avoir gardé les enfants de gens toute leur vie, mais comme c'était pas une situation déclarée, il est arrivé à la retraite, on va leur dire oui, c'est bien beau, tu as
as tant d'expérience, d'années d'expérience dans ce que tu fais, mais tu apparaît pas chez nous. Donc quand ils vont s'asseoir devant France Travail pour dire oui, voilà, j'arrive à un âge où je veux savoir quand est-ce que je peux prendre ma retraite, on lui dit mais vous êtes sans emploi, vous n'avez pas été inscrit chez nous comme une personne sans emploi, on vous connaît pas. Et où la personne à l'âge de la retraite se retrouve avec un petit, je crois c'est 89 euros, quelque chose comme ça, pour son considéré comme étant sur ton travail, et ça lui fait peut-être 700 euros dans un mois, quelque chose comme ça. Ouais, oui. C'est Voilà, très juste, hein. voilà, une personne âgée avec 700 euros par mois, qu'on sait comment une Tu personne vis âgée pas. souvent est malade, Oui, doit acheter des médicaments, doit aller voir son médecin, doit aller faire un c'est certain ça. nombre de choses. Voilà, c'est la Et galère. c'est clair, oui, c'est sûr. Puis si t'as pas acheté ton appart, ta résidence principale, t'es toujours locataire et tout, ça peut être très vite compliqué, quoi. Voilà. Surtout que, Donc, bon, je vais faire un peu polémique, mais c'est un jeu de l'État. L'État ne veut pas qu'on ait notre petit système où on a une case avec un petit carré de terre autour et on a deux poules. Ça, l'État n'aime pas ça puisque il préfère avoir un bâtiment, tout le monde aura son appartement, paiera son loyer, plutôt que d'avoir des petites maisons côte à côte qui vont prendre de l'espace au sol, mais pas de l'espace en hauteur. Donc là, pour loger tout le monde, ils vont préférer dire à des vieilles personnes, bon, prends-nous ta petite case là et va payer un petit appartement, on va te donner peut-être une somme pour te racheter ça. Sauf que la somme, si tu vis trop longtemps, la somme, elle se finit. Il faut payer ton loyer. Donc ça, au bout d'un moment, ben, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça fait une situation où les gens, bon, après avoir passé une vie à travailler, réellement, à garder des enfants, les personnes se retrouvent dans des situations pas possibles. Donc là, en voyant tout ça, parce que, bon, tu vois, j'étais au bout du sujet, je suis allé vraiment à fond. En voyant tout ça, je me demandais à chaque fois comment je peux traduire ça en solution. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je suis un homme. Bon, c'est pas un sujet culturellement où on s'attend à me voir, ça c'est sûr. Mais ayant grandi avec une famille où j'étais entouré de femmes, que mine de rien, ma grand-mère, elle a fait 16 enfants, mais 11 filles. Donc 11 filles, 5 garçons. J'avais une majorité de tantes qui étaient autour de moi et j'ai beaucoup de cousines. Donc les problématiques qu'elles ont, pour moi, ça fait partie des problématiques de tout le monde en fait. Et ça fait que ça m'a emmené d'abord à faire une première version de ma tati où je m'étais juste dit allez, on va faire une version du Bon Coin. Des personnes s'inscrivent, elles disent bon voilà, j'habite à tel endroit, je suis un tel, des parents arrivent, bon voilà, j'ai besoin d'une garde, ok, je choisis une personne, c'est quoi tes tarifs, et ensuite la discussion se fait en dehors de l'application. Ça c'est une première version où je me disais bon, je vais mettre ça comme ça pour voir si ça peut aider des gens, un petit Le Bon Coin local pour la garde d'enfants. Et puis sans m'en rendre compte, en fait, je n'avais pas mis de limite géographique à l'application. J'avais mis tous les pays, tout. On pouvait rentrer son adresse comme on voulait de partout. Et un jour, pendant que je suis en train de faire des petites fonctionnalités, je me dis bon, ben tiens, je vais regarder statistiquement où se situent les gens qui utilisent ça. En me disant bon, ben ça va être en Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, Gosier, Sainte-Anne, peut-être deux, trois personnes Fort-de-France, Chelcher, des trucs comme ça, en Martinique. Et j'ai vu qu'il y avait du monde en fait en Afrique du Nord, au Canada, beaucoup de personnes de l'Hexagone. J'ai vu des gens de Londres, de Suisse. Je me suis dit mais bon, déjà, j'ai découvert qu'il y avait des Français partout. Donc ça c'est déjà quelque ça, chose. oui. Euh, C'est mais parti. surtout que c'était une application en fait qui était utile, que des gens y venaient sans publicité, sans rien en fait, puisque j'en parlais sur les réseaux sociaux, peut-être sur mes propres réseaux perso, j'en parlais comme ça en disant bon allez, quelle fonctionnalité je peux mettre, et il y a des gens qui discutaient avec moi sur les réseaux, mais sur mes réseaux c'est des gens d'autour de moi, des gens qui me connaissent la plupart du temps. Donc pour moi c'était un petit truc fermé. Eh bien non. Donc quand j'ai vu ça, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai balancé un petit sondage sur l'application en disant bon voilà, pourquoi est-ce que c'est intéressant, je me pose des questions. Mon côté entrepreneur a pris le relais où je me disais le produit il a l'air de valoir quelque chose, voyons voir pourquoi. Et en faisant mon petit sondage, en fait, j'ai attiré l'attention de certaines personnes qui sont dans les instances officielles, qui ont commencé à me dire oui, bon ben vous êtes Guadeloupéen, vous êtes c'est ma ville, c'est les Abîmes, vous êtes des Abîmes, bon attendez, votre truc là, ça a l'air, ça peut devenir dangereux très vite, faites attention. Bon là, ça a attiré l'attention puisque effectivement, quand on a un truc comme ça, forcément, c'est du numérique. Les gens, on les voit pas en face forcément avant de les rencontrer. C'est le même principe que le Bon Coin où les gens se font braquer parfois avec de fausses annonces. Mais là, on parle des enfants, on parle pas d'argent. C'est vraiment des enfants. Là, à ce niveau-là, on a vraiment piqué mon attention là-dessus en me disant bon, faudrait peut-être penser à fermer ton truc là parce que ça peut être dangereux. N'attends pas qu'il y ait un drame. Et où moi, bon sur le coup, ça m'a un peu choqué. Je me suis dit mince, j'ai peut-être mis un truc là. Il y a des gens qui font des bêtises là-dessus. Je vais peut-être attirer comme disent les Américains, un fichier PDF où on va avoir des problèmes. Et bon, j'en rigole maintenant, mais j'en rigolais pas à un moment où on me l'a dit. Et là, en fait, on m'a dit bon, de deux choses l'une. Si tu veux pas avoir de problème,
et c'était juste une question de temps, hein, ce genre de choses-là. Soit il faut fiabiliser la plateforme et donc trouver des gens avec qui travailler, des instances officielles, etc., qui vont pouvoir faire un tri. On est sûr que, par exemple, une personne qui se présente comme étant Tati, c'est une personne qui est connue d'au moins une instance, que ce soit Pôle emploi pour une formation, ou une crèche quelconque, ou une mairie, ou peu importe, et que les parents qui sont en face, que les parents on puisse savoir que bon voilà, c'est l'enfant il t'appartient. T'as pas juste kidnappé un enfant et tu dis à quelqu'un de le garder le temps que tu fasses une perquisition, que sais-je, en passant par ma plateforme. Et ça m'a ouvert les yeux en fait sur autre chose, et sur comment dire la fiabilité des choses, qui m'a amené aussi à créer mon slogan, la confiance près de chez soi, que j'ai eu en rencontrant un peu, que ce soit Pôle emploi, l'URSSAF, la CAF, les différentes mairies qui gèrent certains niveaux de choses. J'ai discuté avec certains départements, parce qu'en France, ce sont les départements qui gèrent les petites écoles. J'ai eu à discuter avec des gens qui travaillent à la petite enfance, enfin pas la petite enfance, à la jeunesse, dans certaines régions, notamment la région Guadeloupe, que les régions gèrent tout ce qui est lycée, université, etc. Chacun à son niveau, en fait, à gérer. Et eux, vu que forcément ils gèrent les écoles, les crèches, etc., ils savent qu'est-ce que c'est que d'assurer la sécurité d'un enfant ou d'un jeune. Donc à ce niveau-là, ils connaissent toutes les lois, ils connaissent les restrictions, les obligations, et très souvent c'est eux-mêmes qui forment les gens pour pouvoir s'occuper de tout ça. Et c'est très long, hein, ce que je te dis là, c'est très vaste, c'est un sujet qui est très très vaste, c'est pour ça que ça me passionne. Et ça fait que, en fait, sur Matati, j'ai vu que je pouvais faire énormément de choses. Je dirais pas gérer de la garde, embaucher du monde, etc. Ça c'est un boulot à part entière. Mais ne serait-ce que dans la mise en relation, pouvoir me dire, bon, ben, de quoi est-ce qu'un parent a besoin? Un parent a besoin d'une personne formée, reconnue et fiable, en plus d'être disponible. De quoi est-ce que une Tati a besoin? La Tati, elle a besoin de sa formation, de trouver des centres de formation, d'être sûre d'être payée lorsque elle fait sa garde, et de savoir que ses déclarations, elle n'a pas à s'arracher les cheveux pour les faire. Comme ça, elle sait que quand elle doit prendre sa retraite, ou quand elle a une maladie quelconque ou quoi que ce soit, elle est prise en charge. Et il y a eu un troisième volet où, en parlant à tout le monde, en fait, je me suis rendu compte que bien les administrations aussi ont besoin de certaines choses, notamment l'information, qui est ma spécialité. C'est l'information, de pouvoir dire, bon, voilà, telle personne a gardé tel enfant pendant tant d'heures, et que cette personne-là, bon ben voilà, elle est venue déclarer qu'elle a travaillé, ou bien le parent il a oublié, ou peu importe, puisque le travail des administrations c'est d'abord d'informer, hein, de pouvoir dire aux gens, bon voilà, vous avez droit à telle aide, venez remplir tel papier, ou vous n'avez pas fait telle déclaration, mettez-vous à jour. Ben, tout ça, c'est trois volets en fait principaux sur lesquels je me suis dit que Matati pourrait devenir un projet, une entreprise même, qui serve à quelque chose. Au-delà du petit côté Le Bon Coin, où je fais juste un truc pour aider les gens sur mon temps libre. Et ça a emmené à ce que, eh bien, l'an dernier, il y a tout juste un an, je commence les démarches pour pouvoir créer la start-up qui chapeaute Matati, et qui a le même nom, qui s'appelle Matati. Donc c'est tout un programme. Oui, j'ai vu ça, je vois ça. Et du coup, pourquoi t'as choisi le nom Matati? Eh bien, le nom, comme tous les projets que je fais, il y en a un qui s'appelle Omijo, que d'autres connaîtront peut-être en entendant le nom, qui permet de signaler des coupures d'eau. On est en Guadeloupe et en Martinique, c'est un sujet, hein, les coupures, les fuites d'eau. Matati, le principe, j'ai toujours voulu que ce que je fais ait un rapport avec moi. Et quand j'étais petit, bon ben, ma mère me disait, bon, on va chez ta Tati, voilà. Ou si elle m'appelait et que, par exemple, je sortais de l'école et bon, elle était pas encore rentrée à la maison, je me disais, je vais pas rentrer tout seul dans la maison. J'allais chez une Tati, elle m'appelait, tu es où? Ah ben, je suis chez Tati un tel. Je suis chez Tati un tel. Et c'était toujours ma Tati, je suis chez ma Tati. Et voilà. Et donc ça, c'est resté. Je me suis dit, ah ben tiens, c'est quand je disais je suis chez ma Tati, des fois elle me demandait même pas chez qui, chez laquelle. Elle sait que je suis chez une Tati, et c'est après, lorsque je voyais l'heure à laquelle il fallait rentrer, elle allait rentrer, je rentrais pour qu'on se rencontre à la maison, où je disais bon voilà, je sors de chez Tati un tel. J'ai mangé, j'ai joué, j'ai vu un tel, voilà, bonjour, tu vois, les trucs habituels. Quand une Tati dit à un neveu, bon voilà, dis bonjour à ta maman, dis bonjour à ton papa, dis un tel, rapporte ça, etc. Et ça m'est resté où je me suis dit, bah tiens, oui, tout le monde connaît le terme Tati, tout le monde appelle, que ce soit les tantes, les gardes d'enfants, parce que quand j'étais à l'école aussi, on appelait les personnes qui nous gardaient entre midi et deux, Tati, voilà, c'était des Tati, et ça c'est un terme que tout le monde comprend. Si je dis, voilà, j'ai une Tati, je dépose mon enfant chez une Tati, on sait déjà de qui on parle, on n'a pas besoin d'élaborer pour dire un terme anglophone, babysitter, nounou, ou quoi que ce soit. On dit une Tati, ça c'est un terme qui reste. Et c'est resté aussi comme le nom de mon projet. Ça t'a pris combien de temps pour développer l'application? Bien, l'application a eu plusieurs versions. La première version, ça m'a pris quoi? 3 jours? Ouais, 3 jours. Ah oui. C'est vraiment ma spécialité. Hein. Je suis spécialité en traitement des données.
et en Internet. Donc tout ce qui est création, je fais ça rapidement. C'est mon domaine, je fais que ça. Donc c'est quelque chose que je fais vite. Et là, en 3 jours, j'ai fait une première version où voilà, on pouvait s'inscrire, diffuser une info et où derrière moi, je repartageais sur une page que j'avais créée pour l'occasion et où on pouvait se mettre en relation, s'envoyer des petits messages et puis c'était tout. Ensuite, quand j'ai entamé la deuxième version, qui était celle qui avait l'an dernier, justement, c'était une version où on pouvait s'inscrire, on pouvait comment dire, être localisé et trouver du monde autour de soi. Donc c'était vraiment un truc où j'ai ajouté le côté localisation, puisque c'était pas juste Martinique ou Guadeloupe, il y avait un peu partout et quelqu'un qui se trouve au Canada pouvait pas se mettre à postuler pour une garde, je sais pas moi, au Sénégal. Voilà. Et ça, c'est des choses que voilà, j'ai dû cadrer en rajoutant ça. Et il y a eu la version actuelle qui est une troisième version où là vraiment j'ai lancé un maximum de fonctionnalités qui elle est encore en développement en plus. Je mets un certain nombre de choses où on a cette fois-ci tout le côté sécurisation de la plateforme où par exemple quand une personne s'inscrit, j'oblige à vérifier le téléphone, l'adresse, la carte d'identité, l'adresse email, vraiment tout. Par exemple toutes les personnes qui s'inscrivent là, bon ben je reçois des demandes de validation d'identité. Ils doivent mettre leur carte d'identité, un selfie, mettre un tas d'informations légalement obligatoires et pour lesquelles je sais que même si le risque zéro n'existe pas, s'il y a un problème quelconque, quel qu'il soit, bon ben s'il y a une plainte ou la police vient me voir, on pourra me dire bon comment ça s'est passé, je peux tout donner. On sait exactement qui est sur ma plateforme et d'où cette personne-là vient. Là, une dernière étape que je dois mettre, c'est la vérification du casier judiciaire, le volet 3 du casier judiciaire, qui, somme toute, c'est pas obligatoire, mais je préfère le mettre. Comme sécurité, où je pourrais dire, bon ben voilà, un parent, quand il voudra trouver quelqu'un, il aura le choix. Il pourra voir cette personne-là, son numéro de téléphone est vérifié, donc si je l'appelle, je sais que c'est la personne qui est sur la plateforme qui est là, cette personne-là a mis une photo sur son profil, la personne, son identité est vérifiée, donc on sait que ça correspond à la personne qui a rentré ses infos, l'adresse est vérifiée, donc je sais que c'est pas une personne qui est au Kazakhstan, qui a créé un faux profil et qui n'a pas su envoyer le document, il y a une chose aussi que je mettrai en place, mais bon ça c'est au fur et à mesure du développement, où je ferai des vérifications en fait en appelant directement les personnes en visio pour pouvoir voilà confirmer les informations qui ont été mises et tout. Ça c'est une chose que je veux. Le but c'est vraiment que la plateforme soit fiable. La plus sécurisée, oui. Oui. Ça doit te prendre du temps du coup de faire toutes ces vérifications. Oui, ça prend énormément de temps. Mais c'est où, en fait, mon travail prend toute sa valeur, puisque en automatisant un certain nombre de choses, je peux faciliter mon travail. Par exemple, ne serait-ce que pour la vérification d'identité, ça, c'est quelque chose. Il y a des systèmes qui le proposent, mais ils sont pas encore assez perfectibles à mon goût. Et ça fait que l'œil humain, il y a rien qui dépasse ça pour le moment. Donc, une personne qui me fait un selfie, elle prend sa photo d'identité qui date d'il y a 5 ans. Bon ben, le truc automatique, il va me dire c'est pas la même personne. Que déjà, ça coûte cher de faire la reconnaissance faciale. De pouvoir faire ça, les vrais systèmes de reconnaissance faciale. Donc le budget il est pas là. Un coup d'œil, ça va vite. Donc ce que je fais, c'est que je me suis programmé en fait une page de vérification où j'ai côte à côte directement la carte d'identité, la photo de la carte d'identité et le selfie que la personne a prise. Et en quelques clics, je peux dire bon, c'est la même personne, la date de naissance, ok, ça correspond à ce qui est là, la date de validité de la pièce d'identité, ok, c'est encore valable, et ainsi de suite. Et où je peux faire mes vérifications assez rapidement là-dessus. Est-ce que tu as des retours un peu des familles et justement des tatis? Comment l'application a été accueillie auprès de ce public? Eh bien, ça, c'est... bon, je souris parce que c'est quelque chose qui me fait penser à certaines anecdotes et certaines choses. Ça, c'est quelque chose qui suit souvent le même schéma. C'est-à-dire, le premier schéma, on a des personnes qui se disent « ça serait bien de pouvoir faire ça ». Donc, ils créent un compte juste pour tester. Ils ont un compte, voilà, ils créent leur compte, ils mettent leurs infos, ils mettent leurs enfants, ils mettent les dates qu'ils voudraient, les jours dont ils voudraient les tatis. Et puis, quand ils commencent à recevoir des candidatures, ils se disent « ah, il y a du monde là-dessus ». Donc, souvent, soit j'ai un petit message qui me dit « oui, pourquoi j'ai reçu tel email ?» Mais c'est vraiment parce que les gens, ils font ça, mais ils se rendent pas compte, en fait, que c'est un service pratique. Ils s'attendent à avoir un service, on va les appeler, on va leur dire « oui, bonjour, monsieur, madame, tel, faut monter un dossier, nous allons nous rencontrer tel jour, prendre rendez-vous ». Alors que non, là, tout se fait depuis le téléphone. Et là, à ce niveau-là, j'ai une question qui arrive qui est « oui, où est-ce que vous êtes situé? Est-ce que vous embauchez du monde? Est-ce que c'est des gens de chez vous ?» Des questions normales, tout à fait normales qu'un parent se pose avant d'utiliser une plateforme. Ensuite, j'ai le côté mais quand je paye, qu'est-ce qui se passe? Que la plupart du temps, les gardes d'enfants, c'est la personne garde l'enfant et après
qu'on paye la personne. Et ça peut être un souci pour certaines tatis qui doivent courir après les parents, puisqu'il y a des parents, ils veulent faire garder leurs enfants, mais ils n'ont pas les moyens. Et ils sont toujours en train de jongler. Bon, voilà, aujourd'hui j'ai ça qui va rentrer, donc je pourrais payer la garde d'enfant. Bon, attends, je te paye demain. Ça rentre dans des situations où tout le monde est un peu sur le qui-vive et où l'enfant il est là. Il faut le garder, donc l'enfant il est gardé de toutes les façons, mais ça rompt un peu la confiance qu'il y a entre la tati et le parent. Donc à ce niveau-là, j'ai des tatis par exemple qui me contactent pour me dire bon, j'ai créé mon profil, mais quand le parent me contacte, comment ça se passe? Et où je dois pouvoir dire bien oui, sur ma tati, le parent il bloque l'argent d'abord sur la plateforme, donc il paye sur la plateforme, et une fois que la garde est terminée, il y a un petit formulaire à remplir pour dire si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas eu un problème quelconque, puisque ça reste quand même de la relation humaine, s'il n'y a pas eu un problème quelconque, s'il n'y a pas de problème, il n'y a rien à signaler, hop, l'argent est débloqué pour aller vers la tati. Et au tati, la plateforme prend une petite commission juste pour leur avoir donné l'opportunité de faire la garde. Donc ça, c'est souvent des choses qui arrivent, des questions qui viennent. Et en ce moment, justement, comme je suis en train de me rapprocher des administrations pour essayer d'automatiser, on va dire, la vérification de données, l'acquisition, etc. J'ai des questions qui viennent comme étant, bon, voilà, comment on s'assure, par exemple, qu'une tati, elle a le niveau de formation suffisant, qu'elle est qualifiée pour pouvoir garder certains enfants. Par exemple, on a des enfants qui ont un handicap. Ça, c'est un type de formation bien précis qui est très recherché ces temps-ci et pour lequel il n'y a pas beaucoup de monde qui a cette formation-là. Et ça, à ce niveau-là, bon, c'est des questions qui reviennent et où moi, je me suis dit, bon, avant que ça arrive, qu'il y ait des parents qui se disent, bon, allez, je dois faire garder mon enfant qui est autiste, par exemple, et la tati, elle sait pas comment gérer un enfant autiste. Elle sait que c'est un enfant, mais elle sait pas gérer un enfant autiste. Et où l'enfant, bon, ben, il va se blesser, ou il va être stressé, ou il y aura quelque chose. Ben, moi, je me dis, je me suis rapproché, par exemple, de Pôle emploi. Enfin, c'est plus Pôle emploi, c'est France Travail. De France Travail, pour pouvoir voir quels sont leurs modules de formation. Est-ce qu'ils ont, je suis sûr que c'est le cas, puisque en discutant avec certains, ils m'ont dit que oui, ils ont des personnes formées qui cherchent. Est-ce qu'ils ont un panel de personnes qu'ils pourraient me conseiller, voilà, pour dire bon, inscrivez-vous sur ma tati. Si vous recherchez des gardes, que voilà, il y a des parents qui peuvent avoir des besoins, je vous mettrai en avant. Parce qu'il y a des parents qui ont des besoins, mais qui me disent, ben oui, je vois personne qui a la formation, cherchez pour moi. Et quand moi je cherche, je vois pas la formation parmi les gens qui sont là. Je ne peux que dire, ah ben désolé, j'ai pas de personnes formées pour ça. Je transmets au pire des numéros de certaines crèches avec qui je suis en lien et qui ont du personnel formé. Mais ça, c'est un peu un aveu d'impuissance quand c'est comme ça. Je peux pas. Oui. Après, si t'as pas les ressources, tu peux pas les inventer. Enfin, c'est assez délicat, tu vois. Vaut mieux que tu dises là je peux pas, et puis au pire ça te, comment dire, tu sais que il faudra essayer de chercher des tatis qui ont ces certifications-là, ces diplômes-là. Peut-être leur dire que bah voilà, il y a peut-être entre guillemets peut-être plus de demandes sur telle ou telle certification, donc n'hésitez pas à les faire. Ça peut être, tu vois, un cercle vertueux aussi. Où du coup les tatis montent en compétences, du coup bah elles sont plus demandées, et toi aussi du coup bah t'as plus de mise en relation. Tu vois ce que tu viens de dire là? Ouais. C'est exactement un des volets d'évolution de ma tati. Ah. C'est que je puisse développer des partenariats avec des centres de formation, avec les instances de France Travail, et que je puisse dire, bon ben j'ai vu sur ton profil que tu n'as pas telle formation, on a tel besoin, est-ce que ça t'intéresse de t'inscrire à telle formation? Et même pour le côté formation aussi, ça me permet de rebondir là-dessus, le côté formation, il y a des aides qui existent pour les formations de certaines personnes dans des domaines, où on peut dire, par exemple, bon, tout le monde connaît l'aide à la reconversion qui existe, mais il y a aussi des aides spécifiques en fait pour la garde d'enfants, que ça fait partie des projets nationaux qu'il y a, que l'État et les ministères ils essaient de pousser en avant, et pour lesquels, comme ils sont justement en pleine réforme de la gestion de tout ce qui est garde d'enfants, assistante maternelle, crèche, etc., ils auront besoin de pouvoir, on va dire, inventorier toutes les personnes qui font de la garde d'enfants, mais qui n'ont pas les formations qu'il faut. Ça, c'est un gros sujet. Au-delà des problèmes comportementaux qu'on voit dans les actualités, il y a aussi le problème des formations, où des parents veulent faire garder leurs enfants, mais certaines crèches, par exemple, n'ont pas le personnel formé pour ça, et ils sont obligés de dire non. Certaines mairies, puisque quand on a un enfant, c'est souvent à la mairie qu'on va chercher où on peut le faire garder. Certaines mairies, elles galèrent un peu à apporter des réponses, qu'il y a personne de formé, les gens formés, par exemple, ils vont déménager ailleurs. Il y a beaucoup de villes qui n'ont pas de gens, ou en tout cas de réponses à donner à certains parents. Et ça, c'est une problématique apparemment de ce que j'ai lu qui est remontée jusqu'au niveau national et où notamment la CAF, c'est la CAF qui chapeaute ça le plus souvent. La CAF veut pousser à ce que des gens soient formés, que des structures soient labellisées pour ça. Et je pense que dans un futur pas trop lointain, Matati pourrait répondre à ce genre de problématique-là, en tout cas aider à ce que des gens soient incités à voilà, tu as telle formation, telle formation, telle formation. Bon, selon ton cursus, et ça c'est l'automatisation aussi, hein, tu pourrais faire telle formation. Ah bah tiens,
on a deux formateurs, trois formateurs, quatre formateurs autour de toi qui pourraient te donner ça. Et de fil en aiguille, eh bien, il y a telle aide qui existe. Est-ce que on doit remplir un dossier en ligne pour envoyer à Pôle emploi? Et ce qui est bien, en fait, ce qui est pratique dans l'idée que je me fais de Matati, c'est qu'en fait, l'information, au lieu d'avoir à remplir plusieurs fois les mêmes formulaires avec les mêmes informations, l'information, je veux arriver à un point où je pourrais dire, bon, bah, tu as déjà mis ton adresse, ta date de naissance, ton lieu de naissance, ton nom, ton prénom, etc. Voici le formulaire que France Travail m'a donné, le formulaire que la CAF m'a donné. Je pré-remplis déjà sur l'application tout ce qu'il y a à pré-remplir. Et toi, tu as juste à, par exemple, signer, imprimer, aller déposer. Toi, rien que ça, sur l'assistance administrative, je sais que pour l'avoir testé avec quelques petits modules en mode bêta, j'ai deux, trois personnes qui ont testé ça et qui m'ont dit, mais oui, ça leur sauve la vie. J'ai une assistante maternelle, par exemple, qui doit faire ses déclarations régulièrement, mais elle n'a pas Internet chez elle. Donc ça fait que, comme tout est sur Internet, elle doit se déplacer, aller à droite à gauche, aller payer une heure d'Internet chez quelqu'un ou demander de l'aide à des connaissances. Et bon, c'est pas son truc d'aller demander de l'aide, elle a pas beaucoup de temps. Donc là, en étant sur son téléphone, en mode déconnecté, elle remplissait son formulaire, les choses étaient déjà pré-remplies, elle signait, et puis dès qu'elle trouve un peu de réseau, hop, elle envoyait par un mail pour faire imprimer. Et elle avait pas besoin d'aller en ligne pour remplir, se connecter, etc. Bien, ça, c'était pratique pour elle. Il y a d'autres personnes pour qui c'est juste la présentation. Ils arrivent devant la plateforme, que ce soit la CAF, le SAF, peu importe. Ils arrivent sur la plateforme, ils comprennent pas en fait ce qu'il y a sur le formulaire, et il n'y a pas cette assistance de te dire bon, allez, tu vas appeler quelqu'un qui va t'aider dans les organismes. Ils ont pas le temps. Là, je sais pas si tu as déjà eu à gérer des dossiers avec les administrations récemment, mais ils ont un quota de 20 minutes. C'est long. C'est 20 minutes. Ils ne peuvent pas rester plus de 20 minutes avec toi. S'ils restent plus de 20 minutes avec toi, c'est eux qui font le forcing. Et on va leur taper sur les doigts. Et parfois, tu as des dossiers où tu dois rester plus de 20 minutes. Donc là, c'est des gens, en fait, souvent, ils se retrouvent dans une position où, bien, en fait, on ne leur donne qu'un morceau à chaque fois qu'ils appellent. Eux, ça les énerve de devoir rester chaque fois 20 minutes à attendre. Et ensuite, maximum 20 minutes avec la personne. Ils en voient pas le bout. Et pour prendre rendez-vous sur place, depuis Covid, c'est même pas la peine. Ouais. Ah oui, c'est même pas la peine. Donc ça fait que avoir une petite plateforme qui ludique, on va dire, qui explique les choses de façon simple, qui s'adapte, ça permet de faire le petit pont en fait qui manque aux gens. Et ça c'est tout un sujet puisque en parlant avec certains, je fais une petite parenthèse, en parlant avec certains services informatiques et certains services sociaux de certaines mairies, surtout en Guadeloupe, j'ai eu l'occasion d'avoir un certain discours qui revient où il y a beaucoup de personnes qui ont ce qu'on appelle l'électronisme, c'est-à-dire que c'est comme l'illettrisme mais pour tout ce qui est électronique. Et ces personnes-là, en fait, elles n'ont pas l'habitude d'aller sur un site, d'aller chercher sur Google, d'aller télécharger une application. C'est des personnes qui ont besoin d'une assistance. Et là, à ce niveau-là, en fait, c'est une chose, c'est ça qui me prend le plus de temps, réellement, c'est de pouvoir, répondre à une question qui est présente sur l'application, hein, qu'on peut trouver, hein, mais où les personnes se diront, je préfère appeler. Et ils vont préférer appeler un numéro, qu'on leur dise, oui, voilà, ça se trouve à tel endroit, faut faire ci, faut faire ça, qu'ils puissent noter avec un stylo. Et ça, c'est pour ça que je souriais tout à l'heure, c'est que je me souvenais d'une anecdote avec un parent, mais qui n'a pas fait beaucoup d'école. Donc bon, elle n'est pas trop sur tout ce qui est administratif ou technologique. Et cette personne-là disait, moi, j'ai pas fait beaucoup d'école. Dites-moi, je vais écrire avec mon stylo sur mon cahier, étape par étape, et après je vais le faire. Et où je devais vraiment reprendre l'application devant moi et dire bon voilà, après ça faut cliquer ici. Vous verrez un petit bouton en haut à droite avec trois petits points, il faut cliquer dessus. Et ensuite vous verrez que c'est marqué paramètres, cliquez sur paramètres. Vous verrez un petit bouton en forme de caméra, c'est pour mettre la photo, cliquez dessus, votre téléphone va lancer la caméra, ainsi de suite. Et étape par étape, la personne elle a écrit religieusement tout ce que je lui disais, et en fait la personne au bout d'un moment elle a réussi à faire ce qu'elle avait à faire, elle était contente. Et ça a été un truc, ça m'a quoi, peut-être 20 minutes, mais 20 minutes quand même, non, on est resté plus de 20 minutes parce qu'elle a dû me rappeler après. C'est disons grosso modo 35 minutes, mais 35 minutes avec une personne sur une plateforme où on en a actuellement environ 2500 personnes sur la plateforme. C'est pas quelque chose que au premier abord que je me verrais normaliser, mais du fait d'avoir vu tout cela, en fait ça m'a mis la puce à l'oreille à me dire mais quand même il faut le faire, quelque chose il faut le faire à un moment ou un autre, que il a beau y avoir 10 000 associations, autant de services qui existent, les gens ils savent pas forcément qu'ils existent, ils vont pas forcément au premier abord se dire bon il y a une grande pancarte association d'aide aux personnes qui, bon, ça n'existe pas, ça, voilà, faut aller chercher. Et ça je me dis, du fait que l'application
bon, je la mets en avant sur les réseaux, sur le net, je fais des petites campagnes sur les moteurs de recherche, j'en discute avec certains influenceurs. Il y en a spontanément, ils m'ont fait une petite vidéo rapide, ils ont parlé de ma Tati parmi d'autres. Ça a amené des gens qui, par curiosité, ils sont venus, ils ont cherché, ils ont dit ah ben tiens, il y a un numéro, oh c'est un numéro local, ok j'appelle. Voilà. Et petite cerise sur le gâteau, juste pour cette question d'assistance aux gens, comme je suis aussi sur tout ce qui est intelligence artificielle, c'est aussi mon domaine. En fait, j'ai intégré une petite IA à la plateforme, elle s'appelle Lisa, et avec qui on peut discuter en fait, et le plus naturellement possible, et qui peut répondre à tout ce que la plateforme fait, toutes les façons d'utiliser qui existent. Ça se passe comment une mise en relation entre une famille et une tati? Les gens se parlent via l'application. Est-ce que par exemple une maman qui cherche une nounou, enfin une babysitter, elle va sur l'appli choisir un profil. Après il se passe quoi du coup? Enfin une fois qu'elle voit un profil qui lui plaît, comment ça Je te fonctionne? dirais qu'il y a autant d'approches qu'il y a de parents. Parce qu'il y a des parents, ils vont préférer te dire, moi, je veux voir la tête de la personne en premier. Que eux, leur première approche, c'est se dire, à la tête de la personne, je saurai déjà si je vais plus loin. Donc, il y a des gens, ils vont te dire, s'il n'y a pas une photo trop nette ou s'il y a plusieurs personnes sur la photo, ils zappent. Il y a des gens, ils vont te dire, moi, je veux d'abord voir, est-ce que je vois les petites icônes, téléphone validé, adresse validée, identité, etc. Parce que j'ai mis des petites icônes où on peut voir vraiment ce qui est vérifié ou pas. Ces parents-là, ils vont te dire, bon, ok, ça, c'est mon critère de recherche principal. Il y en a d'autres, ils vont te dire, c'est l'âge de la tati. Par exemple, des parents, ils vont te dire, ils ne veulent pas du tout une tati en dessous de 30 ans. Parce qu'ils se disent que, en dessous de 30 ans, bon, ben, parfois, c'est des choix personnels, hein, et c'est pas forcément quelque chose qui est lié au rationnel ou quoi que ce soit, mais eux, ils se disent que pour eux, une personne qui a moins de 30 ans a plus de chances de ne pas être sérieuse. J'ai un exemple comme ça. Il y a une personne qui m'a sorti ça. C'est des gens en dessous de 30 ans, donc la personne avait la trentaine en fait, hein. Donc, les gens qui sont en dessous de sa génération ne sont pas aptes à garder un enfant, ou il faut trouver une perle rare, et elle voulait pas se prendre la tête à chercher ça. Elle a dit bon, au moins 30 ans, comme ça elle sait que ce que la personne fera en présence de l'enfant, ça sera quelque chose qui correspond à sa génération. Alors, ça c'est des critères. Donc le parent, il a le choix d'aller chercher un profil. Il peut mettre des critères de recherche, il y a un tri automatique qui est fait, et il cherche les profils qui l'intéressent. Ça c'est une première approche, et une fois qu'il a trouvé son profil, il va regarder les différentes disponibilités, puisque chaque tati doit mettre ses disponibilités pour aboutir à une demande de garde. Et avec la disponibilité, il y a le prix horaire. Donc vraiment, tout est fait pour que ça soit calculé automatiquement. Aucun parent n'a de surprise lorsqu'il demande à une tati de garder son enfant. C'est calculé automatiquement, le montant total est affiché tout de suite. Ça, c'est une première approche. Il y a une deuxième approche qu'on a activée il y a quelques mois. C'est une approche où le parent, il dépose ce que j'appelle une demande de garde ouverte. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai un enfant qui a tel âge, puisque là, on va enregistrer l'enfant sur la plateforme pour que la plateforme dise tout de suite, voilà, un enfant de tel âge, c'est un bébé, c'est un enfant, etc. J'ai un enfant, deux enfants, trois enfants. Ils ont tel âge, ils ont telle particularité. Si c'est un enfant qui a une maladie quelconque, qui a un besoin particulier, imaginons par exemple un enfant asthmatique qui a besoin d'avoir sa ventoline, un enfant qui est diabétique, on doit contrôler son appareil qu'il a sur le côté pour savoir si c'est bien branché, s'il n'a pas déconnecté, etc. Eh bien, le parent, il peut rentrer tout ça. Il va dire, j'ai besoin de quelqu'un pour lundi matin entre 7h et 9h, et je veux ça pour tous les lundis jusqu'à telle date. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'une fois que la garde est ouverte, les tatis sont informés. Donc elles sont notifiées, voilà, toutes celles qui sont dans son département et qui sont autour du parent, parce qu'il doit mettre l'endroit où il veut faire garder son enfant. Les tatis qui sont concernés sont notifiés pour leur dire, bon voilà, il y a une garde ouverte à laquelle tu pourrais postuler parce que ça correspond à telle disponibilité. Et la tati, en 2 clics, elle peut postuler puisque ses prix sont déjà enregistrés, ses disponibilités sont déjà enregistrées, ses infos sont déjà là. Donc dès qu'elle dit, bon, je postule, le parent, à son tour, reçoit notification, voilà, un tel a postulé, un tel a postulé, un tel a postulé, et il voit la grille des prix, il voit les disponibilités, il voit les diplômes, et il peut choisir à ce moment-là, je fais avec tel tati, la garde se fait. Donc au moment où la garde arrive, comme tous les systèmes d'agenda, il y a des petites alertes, etc. La garde se fait, et après la garde, le parent et la tati sont amenés à noter, c'est-à-dire mettre une note avec 1 à 5 étoiles pour dire, bon voilà, ça s'est bien passé, 5 étoiles, je mets un commentaire, etc. Et les commentaires sont publics. Ça fait que quand un parent revient sur ce profil de tati-là, il voit tous les commentaires qu'il y a eu précédemment, et il peut se dire, bon allez, la note moyenne de cette tati-là, c'est, imaginons, 4,5 étoiles. Donc je sais que c'est une tati qui a l'air fiable, voyons voir
qu'est-ce que les parents disent? Voilà, ça a été une bonne garde, elle est venue à l'heure, elle s'est bien occupée, elle avait ramené des jouets, elle a telle formation, elle m'a mis en confiance, elle a fait à manger, ainsi de suite. Dans le même sens, un profil qui serait pas du tout fiable, c'est-à-dire une personne qui n'a rien vérifié, qui, je sais pas moi, qui n'a pas mis de photo, qui donne des infos, mais bon, on voit que les infos qu'elle met, c'est pas des infos qui mettent trop en confiance, ou ainsi de suite, que la plateforme n'est pas fermée. Cette personne-là, non seulement ça sera une personne, faudra bien être volontaire pour aller chercher cette personne-là pour garder un enfant, et de deux, ça me permet à moi de dire à la personne, ah ben tiens, regarde, ton profil il est là depuis 2 mois, t'as aucune proposition, t'as rien du tout. Voici telle formation que tu pourrais suivre. Voici tel conseil que tu pourrais appliquer pour que ton profil soit plus intéressant. Et ça permet de déceler aussi les personnes qui ont besoin d'assistance pour la formation. On en parlait tout à l'heure. Bien tout ça, c'est comme ça que ça se passe sur la plateforme. Et une fois que la note, en fait, elle est donnée à la Tati, et que la note est donnée aux parents aussi, puisqu'il y a des parents, qui sont pas forcément recommandables. Donc, il faut pouvoir mettre une note pour dire, bon, voilà, ce parent-là, il m'a accueilli, il était là quand je suis arrivé. J'ai pas juste trouvé un enfant tout seul dans une maison, parce que j'ai eu certaines anecdotes où c'était comique, où la Tati peut dire, bon, voilà, ce parent-là, il avait prévu à manger pour moi parce que j'ai passé la nuit là avec les enfants. Le parent est revenu à l'heure, parce que ça aussi c'est un gros questionnement, les parents qui reviennent à l'heure et qui reviennent pas 2-3 heures après en laissant la Tati avec l'enfant, et ainsi de suite. Et ça fait que, en fait, la plateforme, elle devient sociale, puisque ce que les gens mettent, ça alimente les profils, ça alimente les infos, et ça fait que plus un profil sera sollicité, plus il sera fiable. Et ça pousse les autres profils, donc là c'est le petit côté psychologique de la chose qui travaille, ça pousse d'autres profils à travailler en fait sur eux-mêmes. Si une Tati qui avait l'habitude de faire les choses à sa façon, et les parents, bon ben il y en aura toujours parce qu'il y en a pas beaucoup là où elle se trouve, cette Tati-là quand elle verra qu'il y a des profils qui lui passent devant juste parce qu'ils se présentent mieux, ils ont des meilleures notes, elle va se remettre en question en se disant, ah mais tiens, ce profil-là, puisque les profils sont visibles, ce profil-là, je vois que cette Tati-là, elle a plus de garde que moi, alors qu'elle est là depuis moins longtemps, elle a moins d'ancienneté. Pourquoi? La petite concurrence va faire qu'elle va aller fouiller pour dire, ah oui, elle a tel diplôme, ah bon, elle a travaillé à tel endroit. Bon, comme par hasard, l'application propose telle formation. Ben oui, tu n'as pas telle formation. Fais-la. Là, ça va inciter la personne à se remettre en question et à évoluer. Est-ce que t'as déjà eu à bannir un profil de Tati? Oui, ça arrive régulièrement. Régulièrement, j'ai des profils, je me pose même pas la question de savoir si c'est réel ou pas. Il y a des profils où tu vois clairement que ce sont des profils problématiques. Par exemple, tu as des personnes qui, à un moment, s'amusaient à créer des faux comptes avec des adresses email bidons et qui mettaient des descriptions où on voyait en fait que ce qui les intéressait, c'était plus de toucher de l'argent. Ce qu'ils se disaient, c'est une plateforme rapide, c'est en ligne, machin, j'ai pas approuvé quoi que ce soit, donc je vais juste mettre un truc, oui, je veux garder vos enfants, contactez-moi, je suis disponible tout le temps. Personne n'est jamais disponible tout le temps. Personne. Donc, où la personne, elle met son numéro et toutes les gardes qui apparaissent, systématiquement, la personne postule et elle veut envoyer des messages aux parents. Ça, c'est des profils où on voit qu'il y a un truc qui cloche. Quand on essaie de les contacter, ils répondent pas, ou ils veulent pas qu'on entende leur voix. Ça, je me dis non, c'est un profil. Si je veux pouvoir dire que je mets quelqu'un en confiance, je dois vérifier moi-même. Et quand ça remonte parmi les profils que je vois, puisque forcément, comme tout passe par la plateforme, je vois les statistiques d'interaction, les personnes qui sont les plus actives, etc. Et si je vois qu'une personne est hyper active, mais qu'elle se fait refuser systématiquement toutes ses gardes, par exemple, je me dis, bon, il y a un truc qui va pas sur le profil. Donc la première approche, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui va pas, si c'est un conseil à donner ou quoi que ce soit. La deuxième approche, c'est de voir si c'est pas humainement qu'il y a un problème. Si quand un parent demande une information, la soi-disant Tati dit, oui, je suis un homme de machin, alors que sur le profil, la personne a mis que c'est une femme. Tu vois, ce genre de choses-là, j'en ai eu de temps en temps, et eux, ils sautent très vite, très vite. Là, c'est la tolérance zéro, ça saute. Et parfois même, certains profils, si la personne, ça peut arriver, elle a fait une erreur ou quoi que ce soit, je suspends le profil temporairement, j'appelle, et je demande parfois des appels en visio, pour pouvoir dire à la personne, bon voilà, il y a ça sur le profil, il y a ça qui s'est passé, pourquoi? Donc il y a vraiment une modération humaine qui est faite à un moment pour que on puisse s'assurer que c'est pas une erreur ou que c'est pas un profil problématique. Et là, à ce niveau-là, je suis toujours très vigilant là-dessus, puisque, comme je te disais, au moment où j'avais la première version, où je laissais juste les gens parler, on m'a bien dépeint vraiment tout ce qui se passait, tout ce qui pouvait se passer en garde d'enfants, et l'actualité a confirmé tout ça. Clairement, je n'ai pas du tout l'intention de laisser ce genre de choses arriver sur ma plateforme. Et à ce niveau-là, oui, je suis très vigilant là-dessus. Jusqu'à maintenant, il y a eu combien de mises en relation, tu dirais à peu près?
Alors, si je dois te donner un chiffre, de ceux que j'ai en tête, j'ai dû en avoir, que je te dise, hein, je m'étais arrêté à Ou une fourchette, hein. 70 à peu près, ouais, doit avoir environ 70 qui se sont fait sans souci, etc. Après, bon, il y en a où tu as les parents, ils mettent une demande de garde, mais juste avant la garde, ils annulent parce qu'ils ont trouvé autre chose ou des trucs comme ça. Mais on a environ 70 où vraiment ça se fait, depuis la dernière version, ça se fait très bien. Est-ce qu'il y a un badge super tati pour celles qui sont 5 étoiles et Il n'y en a dont pas on avait encore, parlé? il n'y en a pas Il y en a encore, pas mais j'y encore. pense. J'y pense parce Ok, que ouais. on a des tactiques Ouais. qui sont vraiment très réactives. Elles sont très volontaires et où elles n'ont que des bons commentaires. Il y a des parents qui se les recommandent, elles ont de bons commentaires. Il y en a qui étaient déjà connus avant d'arriver sur la plateforme. Donc on a des parents qui viennent les retrouver là et qui disent oui, ils veulent mettre des commentaires, mais bon, comme sur la plateforme, il faut qu'il y ait une garde pour mettre un commentaire, parce que je ne laisse pas ouvert vu qu'il y a des gens qui pourraient mal utiliser ça. On le voit avec les avis sur Google ou des gens qui n'ont rien à voir, même des concurrentes pour arriver ou des gens avec qui la Tati aurait eu un problème quelconque, qui viendraient s'inscrire juste pour mettre un mauvais commentaire. Ça, j'ai bloqué ça tout de suite. Pour pouvoir déposer un commentaire, il faut une garde. Mais j'ai des gens qui me donnent des bons retours de certaines Tati en disant oui, je la connais. Par exemple, on a un truc automatique sur la plateforme où on partage des profils sur nos réseaux. C'est fait de façon automatique où régulièrement on fait tourner en disant bon voilà, il y a tel Tati, tel endroit, voici son descriptif, découvre mon profil avec la photo, etc. Et où on a des parents qui viennent commenter en disant ah oui, je la connais, elle a déjà gardé mes enfants, je la recommande sur les réseaux sociaux, sans forcément avoir eu de garde sur la plateforme. Et ça, c'est assez intéressant à voir. Oui. Donc l'idée du badge, j'y pense beaucoup. Il faudrait que je trouve un moyen de faire ça. Moi, je suis à Paris. Bon, j'ai pas encore d'enfant, mais un jour, voilà, si j'en ai, est-ce que je peux utiliser l'application ou pas? Oui, alors l'application, elle est utilisable dans tous les départements français. C'est-à-dire, on a 101 départements dans le pays, qu'on soit en Guadeloupe, en Île-de-France, à Mayotte, à La Réunion ou Guyane, on peut utiliser l'application vraiment partout sur le territoire français. Donc là, si aujourd'hui, bon, imaginons, on t'appelle, on te dit, bon, Nicolas, en fait, tu es papa, ça fait 5 ans que t'es papa et que tu dois faire garder ton enfant parce que bon, tu as un podcast à faire. Et Bien là, tu sûr. pourras te connecter sur ma Tati et tu pourras dire, Ok, bon, voilà, je cherche une Tati pour garder mon nouvel enfant. d'accord. Ok, trop bien. Pour toi, c'est quoi les prochaines étapes pour l'application, pour Matati? Bien, les prochaines étapes, il y en a deux principales. Une première, c'est d'augmenter tout ce qui est fiabilité de profil, notamment avec la vérification du casier judiciaire, comme je disais un peu plus tôt, qui doit venir, et aussi le côté partenariat, donc avec les administrations, donc tout ce qui est officiel, pour pouvoir diffuser l'information, on va dire, et faire profiter plus facilement aux gens qui utilisent l'application des différents dispositifs qu'il y a, que ce soit des dispositifs déclaratifs pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, et que ce soit des dispositifs d'aide pour pouvoir obtenir des informations ou des avantages via des partenariats. Et pour ça, je devrais à un moment ou à un autre faire un tour des départements pour pouvoir discuter avec les différents services qui sont en charge de l'enfance. Il y a un troisième élément quand même, et il n'est pas des moindres, c'est le fait d'utiliser les automatisations de ce qu'on appelle les API que l'État met à disposition pour tout ce qui est déclaratif. En fait, qu'on n'ait pas besoin justement de remplir des dossiers à déposer, mais que ça soit fait de façon informatique. Donc ça, c'est une chose aussi au fur et à mesure que je vais mettre en place pour que les gens n'aient pas besoin de faire de démarches supplémentaires, que ce soit juste sur l'application. L'application demande bon voilà, on doit faire telle communication, est-ce que c'est autorisé ou pas. Quand les parents disent oui, par exemple, qu'on puisse avoir des déclarations de garde d'enfants qui sont faites automatiquement à l'URSSAF sans qu'ils aient à se poser de questions. Pareil pour les tatis, bon mais voilà, leur déclaration de revenus, que ça soit fait directement. Ok, ok, trop bien. Voilà. Ok. Bah écoute Jean-Philippe, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais du coup un mot de la fin pour notamment les parents qui galèrent à trouver un mode de garde pour leurs enfants? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire et qu'est-ce que tu auras envie qu'ils retiennent du coup de notre échange? Mais je dirais, vous n'êtes pas seul. C'est la chose qui vient souvent quand les gens sont parents, c'est qu'ils se retrouvent un peu submergés et ils pensent qu'ils sont seuls. Mais on vit dans un pays où on n'est pas seul. On vit dans un pays qui a une histoire tournée autour de l'enfance. L'après-guerre a été totalement tournée vers le fait de faire des enfants. La sécurité sociale, les allocations familiales, c'est pas juste ça qui existe. Il y a toute une machinerie derrière et même si l'administration ne communique pas très bien, mais les choses existent. Donc une chose que je dirais toujours aux parents, vous n'êtes pas seul. Bah merci beaucoup Jean-Philippe pour cet échange. J'ai beaucoup apprécié. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie avec plaisir. Chers auditeurs et ceux qui nous ont regardés du coup sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, partagez la vidéo, partagez l'épisode autour de vous et n'hésitez pas, voilà,
cas, passez par Matati si vous souhaitez du coup faire garder vos enfants. Jean-Philippe sera un plaisir du coup de vous trouver la Tati adaptée et du coup la plus qualifiée pour vos enfants. Merci encore à toi Jean-Philippe. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.